aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Nous voici de retour pour la deuxième partie du labyrinthe de la mort. Ouais, la deuxième partie consacrée à l'héritage du labyrinthe de la mort. Et c'est vrai que c'était une sacrée aventure, un sacré donjon, sacrée épreuve. On n'était pas d'accord sur le livre en soi-même, sur les qualités intrinsèques. Et là, donc, cette deuxième émission, c'est pour les acharnés du labyrinthe de la mort, pour ceux qui veulent tout savoir. Et donc, on va essayer de vous faire le plus d'anecdotes, de petites infos, de voir de quelle façon ce livre est sorti du cadre des livres fantastiques et a imprégné la culture populaire. Et donc, on aura plein de choses à vous dire, voilà. Ah ouais, ça, franchement, il y a pas mal de choses. Ça nous fait plaisir parce qu'on n'a pas fait un podcast un peu suivi, justement, depuis Sorcellerie 3. Donc Fred, ah ouais, sacrée aventure. Et tu sais quoi, on va pas repartir dans le donjon cette fois. Je te propose qu'on se pose dans cette taverne où justement on attend la prochaine épreuve. Et on commence avec ce joli carton d'import de plein de choses qu'on a. Et pourquoi pas commencer direct sur le visuel. Donc ce qui est vraiment important pour l'aventure, hein, c'est comme on a dit, c'est les illustrations d'Ian McCraig. Et là franchement, il y a pas mal d'anecdotes. Alors Fred, je voudrais t'en parler d'une, déjà on en a parlé un petit peu, c'est que y a 2 dessins intérieurs qui manquent dans la version française de chez Folio Gallimard, et c'est surtout très dommage, parce que ce sont de belles illustrations qui ont disparu, bien sûr sans explication, hein. Alors on y voyait le public en délire, qui justement encourageait les participants qui vont rentrer dans l'épreuve des champions, et c'est cette fameuse illustration qui montre le départ en fait vers l'épreuve des champions. Et puis voilà, franchement c'est assez frustrant qu'on n'a pas un peu cette mise en bouche quoi, de commencer cette aventure palpitante. Et alors ce qu'on a dans les nouvelles éditions, on a aussi donc notre nouvel illustrateur d'intérieur, hein, qui est donc Vlado justement, qui nous permet de voir cette illustration, qui nous fait une version avec le baron Sockenvie tout en haut de ses escaliers, qui accueille les champions qui sont tous réunis dans une salle. Quand on parlait de dessin, oui, ça rend pas honneur au travail de Vlado, parce que c'est vrai que le premier dessin, donc on en parle, c'est celui où on voyait tous ceux qui participent à l'épreuve, donc les 2 barbares, la femme elfe, le mec en armure et l'assassin, la foule en liesse, on dirait, là c'est des asiatiques, vous avez dit que le livre est inspiré d'un voyage en Thaïlande. Et en plus, donc, on voit le fameux Sungkuvit qui est dans un habit d'apparat, mais complètement ouf, avec une super coiffe, avec des extensions, avec une espèce de petit lutin qui le précède. Et ça fait vraiment, moi ça me fait Conan, tu vois, ça fait Heroic Fantasy, ça fait, là le dessin d'à côté, déjà la moitié des héros on les voit pas, et la femme elfe il l'a fait chauve. Non, il y en a qui sont de dos, et c'est beaucoup plus simpliste, et c'est vrai que, bon, ils ont été gentils, Gallimard, en version française, ils ont dit tiens, le dessin qui est supprimé, on va le représenter, mais à la rigueur, là, il a pas du tout la même force que que celle de l'édition anglaise, quoi. C'est clair. Et ce dessin-là est encore vachement détaillé, vachement impressionnant. Et je comprends pas pourquoi il l'est pas gardé, parce que c'est vrai que, en plus, c'est un des premiers dessins. Donc pourquoi enlever un des premiers dessins de l'aventure, je sais pas. Mais oui, donc là, c'était très dommage qu'on ne l'ait pas eu. Bel effort, Gallimard, d'avoir rajouté le dessin dans la nouvelle version, mais bon, pourquoi pas avoir gardé l'ancien? De toute façon, c'est toujours l'éternel débat. Et après, oui, il y a un deuxième dessin qu'ils ont pas refait dans la version française, et qui est une scène que tu m'avais parlé, qui est un combat entre lutins. Ouais, en fait, c'est des gobelins en fait qui sont en train de se bagarrer. Alors c'est bien moins spectaculaire que la première, mais c'est assez cool parce qu'il y a un joli contraste. Hein. Ce sont pas des silhouettes, mais les gobelins ils sont dans des positions de lutte gréco-romaine. Donc c'est assez curieux de voir ce qui se passe. Il y en a un qui est en train de le prendre par le cou, qui est en train de le renverser. Et ce qui est joli, c'est qu'il y a dans cette illustration, c'est au sol, c'est comme s'il y a un spot qui les éclairait et un jeu d'ombre au sol, quoi, qui montre bien les deux gobelins mélangés
mélangés qui font une forme assez inquiétante. Et bien sûr, Ian Livingstone en a profité dans cette scène pour nous dire « Tiens, il y a alors une besace sur le côté, tu vois, genre si tu veux la piquer pendant qu'ils se battent. » Bref, c'est vraiment un dessin assez curieux. Hein, et de toute façon, c'est une des particularités de Ian McCraig. Je trouve que c'est cette façon qu'il a de mélanger l'anatomie des corps. C'est à part les barbares qui sont très stoïques, qui ont une pose assez en pouvoir, tu sais, les jambes écartées avec les bras musclés, tous les autres personnages sont toujours entortillés, comme le ninja, il a toujours sa position à peu près flexible à bouger, et je trouve ça assez cool quoi de son style de dessin anatomique quoi. Alors Fred, il y a aussi quelque chose d'assez cool, c'est que, alors on va en parler, tiens, je vais te laisser les en parler, mais il y a donc Ian Livingstone qui est dans ce livre, qui est lui-même dans le livre. Oui, Ian McKay et Livingstone se connaissaient, on l'a dit, ils sont encore en contact, et donc Ian McKay a fait une petite anecdote, il fait un petit clin d'œil, parce qu'en fait il a représenté Ian Livingstone en dessin, vous savez le fameux dessin de l'homme avec la main coupée, le voleur, et donc en fait si vous regardez bien, en fait il a les traits de Ian Livingstone quand il était jeune, sans ses lunettes, et ça c'est plutôt assez drôle je trouve de faire ça, et c'est vrai que quand on voit le dessin on se dit tiens pourquoi le personnage il a quand même pas une physionomie particulière, mais on voit bien qu'on voit bien qu'il y a un modèle, et donc ce modèle, c'est Ian Livingstone. Donc si jamais vous savez pas à quoi il ressemble, en regardant ce dessin, vous aurez une petite idée, voilà. C'est sympa, quoi. Ouais, c'est assez cool, hein. Franchement, j'aime bien cette illustration, quoi. Alors, il y a aussi des indices dans les illustrations, hein. Ça, on adore ces petites touches, hein, des artistes. Alors, une Fred, peut-être qu'on l'a raté ou pas, hein, mais c'est devant l'idole de 6 mètres de haut, donc ce fameux Bouddha qui est super massif, hein, là bien sûr il faut ce joyau. Il est dit dans le texte que la statue a ses yeux constitués de pierres précieuses. Alors Ian McCraig il s'est trompé car en ajoutant un 3e œil sur le front, mais ça apportera malgré cela une grande aide au lecteur car seul un œil sera à récupérer et ce sera une vraie pierre précieuse. Donc il dessinera bien brillant avec un éclat de lumière l'œil qu'il faut en effet voler. Donc contrairement aux autres qui sont ternes, qui ne brillent pas du tout. Donc Fred, c'est un super indice, ça. Oui, c'est celui qu'on peut retirer, je présume, et pas celui qui nous envoie l'acide à la gueule. J'espère qu'ils ont pas fait ça, au moins. C'est cool, quoi. Et Fred, je crois que tu as une dernière anecdote pour nous sur les illustrations d'Ian McCraig. Bon, parce qu'en fait, nous, on a bien apprécié son travail. Et Ian Livingstone était assez fan aussi. Il dira bien des années plus tard que ce fut le meilleur artiste carrément pour la série des Fighting Fantasy, des Filles Fantastiques. Si en le citant, ses illustrations sont des peintures incroyables, dira-t-il. Ian était un dessinateur indépendant et son travail pour la Bière de la Mort fut très remarqué par d'autres maisons d'édition. Il devient donc forcément très sollicité. Et comme il disait, donc en fait, il n'a pas pu travailler autant qu'il aurait voulu après pour le studio Games Workshop dont il était issu, plus ou moins. Donc voilà, donc un super travail, franchement. Moi, en le voyant ces dessins, je me demandais si on l'avait pas déjà vu dans d'autres émissions, mais c'est vrai que on parlait des dessinateurs qui pourraient être au panthéon des films fantastiques. On a un certain chouchou, mais lui, c'est nickel. Hein, c'est vraiment impressionnant, très fin, très détaillé, le en noir et blanc, ce qui a fait la réputation des films fantastiques. Et lui, comme on dit, il se pose là, quoi. Et ce qui est marrant, c'est de faire le contraste avec la version dont on va vous parler juste maintenant, qui est en fait, on est Fighting Fantasy, vous savez, c'est des fantastiques, c'est un peu diffusé dans le monde. Donc celui-ci est très connu, le Labyrinthe de la Mort. Donc en fait, ils ont eu droit à une version japonaise un peu, bon, qui dit Japon dit manga en fin de compte, et qui dit manga dit. Attends, j'allais couper la parole, mais je vois que j'ai même pas besoin, parce que attends, je vais mettre un petit vinyle là vite fait pour se mettre dans l'ambiance. 1, 2, 3, 4. Fred, merci de me laisser parler de la version japonaise que j'adore et jusqu'à ce jour, je cherche une copie, quoi. La version japonaise, elle vient de 2008 et Fred, elle est incroyable. Oh, c'est ouf ce qu'ils ont fait, quoi. Ah, j'adore. Alors les premières éditions japonaises, alors c'était les éditions de Shakai Shisu, voilà, qui reprennent les dessins originaux de Ian McCraig, un peu comme ce que fait Vlado. Et bah tiens, peut-être que justement c'est de coutume et de culture, c'est de reprendre ces illustrations, mais voilà, là c'est la retouche manga. Alors on a un exemple vraiment cool, quoi, c'est la fameuse Manticore avec ce visage de vieil homme. Et ce que fait le livre, c'est que déjà il nous présente notre personnage principal. On voit notre guerrière, notre aventurière
prisonnière qui est en mini bikini, je dirais un petit peu comme la nana de la barbariane de Golden Axe, donc en mini bikini avec une grosse épée à la Fly, et puis on l'a justement devant la Manticore. Enfin, elle est prête à se faire défoncer par la Manticore là. Bon, en fait, la Manticore, oui, est redessinée selon Ian McKellen, c'est-à-dire qu'en fait, elle a la tête du sage, mais en fait, elle fait très manga, fait très même Chevalier Zodiac, j'ai envie de dire. Je n'arrive pas à le croire. Mais ça, ces dessins-là, c'est la deuxième édition, c'est de 2008. C'est avec Obi Japan, je crois, ouais. Qui a racheté les droits. Ouais, c'est ça, ouais. Et eux, en fait, ils ont demandé à un mangaka, ouais, donc Yosai Kushu, de faire les dessins, donc sachant que lui, il est spécialisé dans les jeunes femmes en petite tenue. Donc en fait, il y a eu la première édition japonaise avec les dessins originaux, et donc cette deuxième édition de 2008 en version un peu bah voilà, shonen, tout ça, quoi. Et donc c'est vrai que le personnage principal, là, on dirait plutôt que la Manticore l'escorte, et la couverture est juste folle, quoi. Bah, juste folle, elle est très manga, très colorée. Ah bah ouais, bah écoute, toutes ces illustrations, elles sont parfaites, Fred, parce que voilà, elles nous montrent nos aventures. Il y a bien sûr une jeune femme en tenue très courte, bien sûr en bikini aventurière, et les autres personnages changeant d'apparence, et même de sexe, hein. Tout le monde est sexy dans cette version, Fred, même la prisonnière qui manque un bras. Mais c'est ça, en fait, ils ont remplacé, ils ont tout fait ça à mode japonaise, plus sexy, plus manga, donc ouais, elle est, c'est plus Anne Livingstone qui est représentée, c'est une jeune femme, sa main coupée aussi, et c'est vrai qu'ils ont tout changé, quoi, mais c'est complètement fou, et la fiche de perso avec le dessin en couleur est juste énorme, quoi. Ah, moi je kiffe, j'ai l'impression de voir une version manga de Tarna de Heavy Metal. Et ouais, mais il faut savoir donc Ian Livingstone a été informé quelques années plus tard de cette version un peu particulière. Il comprendra pas trop les raisons pour lesquelles il cachera même les dessins de érotiques. Voilà. Ouais, il comprend pas. J'imagine trop Ian Livingstone quand à 80 ans. Hey Ian, regarde, c'est ta version japonaise de 2008. Il est là, il traverse ses pages. Je comprends pas. Bon, laisse tomber, t'es trop vieux, c'est pas grave. C'est à la mode, t'inquiète pas, tout va bien. L'histoire elle déchire, c'est toujours la même. Mais là en version sexy, quoi. Et franchement, cette feuille d'aventure justement qui représente bien notre aventurière blonde, typique manga, quoi. Typique manga en plus, je dirais des années 2000, hein, donc cette mode assez spécifique des personnages. C'est un peu la mode après les... Enfin voilà, je vais pas rentrer dedans, Fred, il faut que je m'arrête parce que si je commence à parler de tous ces illustrateurs d'Evangélion et tout ça, j'ai pas fini, quoi. Oui, stop it now. Stop, ok, j'arrête tout de suite. Alors, juste pour finir, justement, parler de cette édition japonaise. Alors, si cet éditeur japonais a complètement changé les illustrations, c'était pour attirer, bien sûr, un public de lecteurs de manga qui n'a pas l'habitude de lire un livre dont vous êtes le héros. Donc voilà, ça cherche ça cherche un public très spécifique, hein. Et Fred, comme on parle de jeunes filles en petite tenue, si on parlait de belles femmes en tenue dominatrix, j'ai hâte de parler de cette section du podcast. Si on rentre justement, Fred, on replonge en 1998, à l'époque de la PlayStation 1, qui était juste nommée la PlayStation, bien sûr. On va parler du jeu vidéo Death Trap Dungeon. Attention, hein. Publié par Eidos et puis bien sûr produit par Asylum. Ça faisait très longtemps que Ian Livingstone rêvait de voir une de ses œuvres sortir en jeu vidéo, et ce sera le Labyrinthe de la Mort qui sera le premier. Et il sortira sous le nom d'origine du livre, bien sûr, Death Trap Dungeon. Alors Ian Livingstone travaille pour Eidos comme dirigeant, hein. La société Asylum veut adapter le labyrinthe en jeu et le propose à Eidos de le développer. Et donc c'est en 95 que tout cela démarre, et évidemment Ian est intéressé, et surtout qu'en 96, voilà, il y avait déjà Tomb Raider qui était prêt et sera également édité par Eidos, donc comme quoi, tu vois, c'est l'époque parfaite du platformer action. Donc Death Trap Dungeon sort à l'époque parfaite, et il devrait sortir quasi en même temps que Tomb Raider, mais il y a un petit décalage. Alors le jeu à la base devait être un RPG action, hein, voilà, donc Tomb Raider cartonne énormément. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce décalage de 2 ans? Bah, il fallait faire quelque chose de semblable à la sauce médiévale. Donc voilà, il y a une reconfiguration, réaménagement des manuels. Et donc il faut sortir le jeu au plus vite après cela avec ce retard. Et donc voilà, pour accentuer le côté action en 3D, pour ressembler plus à son modèle et enlever le côté RPG, le jeu prit un retard monstre, et voilà, d'où le fait que ça a pris 2 ans de développement en plus. Donc Lara Croft a en fait mis le frein à main sur la sortie de Death Trap Dungeon.
Alors Fred, parle-moi justement de cette sortie sur la PlayStation de Death Trap Dungeon. Ouais, alors Death Trap Dungeon, il sort sur PlayStation en 98 et c'est pas l'engouement qui était prévu. C'est une vue à la troisième personne sur une vingtaine d'environnements différents. Il y a 2 personnages, une Amazone très courte vêtue appelée Lotus Rouge et un barbare nommé Chain Dog. Et en fin de compte, selon le personnage, l'aventure est identique au niveau des pièges ou du parcours. Donc c'est vrai qu'on court, on marche, on frappe, on saute dans des labyrinthes, mais l'ambiance du livre n'est pas du tout là. Il y a beaucoup de fans qui seront déçus. Et en fait, ça se résume à chercher des clés, actionner des leviers, quelques passages de plateforme bien relous en 3D avec la caméra qui bouge pas sûrement. Donc vraiment rien d'exceptionnel quoi. Et donc c'est sûr que Lara Croft à côté ça devient un tel phénomène. Death Trap Dungeon allait se noyer dans la masse des jeux 3D. Il fallait se faire remarquer. Et donc Eidos logiquement a privilégié Tomb Raider. Mais c'est pas pour ça que Ian Livingstone a voulu abandonner son bébé et abandonner Death Trap Dungeon. Et donc, en fin de compte, ce qu'il faudra, c'est qu'en fin de compte, ils disent, bon, bah, le jeu est pas super, ce qu'il faut faire, c'est faire parler de nous, comme au début avec le labyrinthe de la mort. Il nous faut un bon petit scandale. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font, pour la sortie PC, en Angleterre, ils font une campagne publicitaire agressive avec une femme, on parlait tout à l'heure, la campagne Sadomaso, avec une femme avec un fouet et tout ça. Et c'est vrai que pour ça, il a pas dit que c'était érotique, hein. Il y a aucun problème avec cette partie-là de la pub de Sub Dungeon. Et donc en fait, ça, on va vous garder ça parce qu'en fait, c'est un truc qui est presque rentré dans l'imaginaire masculin collectif, surtout en Angleterre. C'est cette pub Death Trap Dungeon, quoi. Donc pour vous faire saliver, parce que toi tu t'essuies un peu les lèvres, on va faire une petite pause musicale. Parce que là, là, c'est important, là, tout ce qui se passe. Là, c'est une grande partie de mon enfance, cette publicité. T'es en émoi, là. Je suis en émotion et en même temps je suis chaud quoi. Ouais, allez, petite pause musique Fred, comme d'hab on va se replonger dans du bon métal, hein. Je te propose un morceau, attention, le groupe intitulé Visigoth, et je te propose Blades in the Night. Shadowlands, with demon fire burning deep in my heart, I will fight from dark
Hey, mais ouais, franchement, Visigoth qui nous entraîne là, avec Blades in the Night. C'est cool comme morceau, quoi, ça met bien dans l'ambiance. Hein. Ouais, c'est très sympa, ouais. Puis Wisigo, ça nous parle dans Eric Fantasy. Eh ben justement, pour nous parler un peu plus, que de mieux qu'une Playmate, hein, quelqu'un qui a fait la couverture de Many Magazine de femmes de toute beauté. Hein. Alors Kelly Brook, qui est donc cette femme qui sont dans ces publicités de Death Trap Dungeon. Donc il y a cette dominatrix qui pose devant le fameux donjon de Londres avec son épée à deux mains, son donjon. Et cette pub, écoute Fred, la première fois que je l'ai vue, c'était peut-être dans un Gen 4. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, qu'est-ce que c'est Gen 4 ? C'était un magazine sur les jeux et l'actualité des jeux et l'univers PC. Toujours avec des couvertures bien fluo, bien pétantes. Et là, il y avait une super pub donc de Kelly Brook qui posait avec toutes ses photos de publicité, quoi. Et je peux te dire que Fred, ça a marché, hein. Tu m'étonnes. Mais t'avais quel âge, petit coquin ? Bon, laisse tomber, j'étais trop jeune pour savoir ce qui se passe encore, quoi. Ah, bah voilà, Kelly Brook, alors qui c'est ? Alors pour justement parler... Alors, ça on se marre quand on parle de Kelly Brook. Alors pourquoi ce personnage aussi important ? Retournons un petit peu en arrière sur la publicité. Parce que, voilà, c'est impossible de parler d'elle, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi que... c'est grâce à elle, ou à cause d'elle surtout, que le jeu a quand même cartonné un petit peu, quoi. Donc tant de jeux sortent, et c'est là où le service marketing d'Eidos sait qu'une héroïne voilà, féminin, sexy, va plaire à la majorité des gamers, hein, donc ça a bien marché avec Lara Croft, autant faire de même. Donc voilà, ils choisissent la mannequin Kelly Brook, voilà, une très jeune mannequin anglaise qui est bien consciente de ses charmes et de son physique avantageux, qui pose régulièrement pour des photos de lingerie ou pour des photos dans le magazine Playboy, hein, donc voilà, c'est une Playmate très très connue. Et pour la sortie du jeu en Angleterre, voilà, c'est l'événement. Et bien sûr, campagne presse, hein, à Londres, au London Dungeon, comme je disais plus tôt, avec toutes ces photos, vraiment pour faire causer, parler du jeu vidéo, quoi. Alors, il y a des tas de journalistes qui furent invités et ils découvrent la mannequin dans une tenue des plus sexy, hein, et puis bien sûr qu'elle joue à son rôle à fond, n'hésitant pas à aller en dehors et à l'extérieur du musée pour attirer les curieux, bien sûr pour montrer son corps fantastique dans cette tenue de dominatrix, ou plutôt cette tenue de guerrière barbare, quoi. Alors on peut dire que cette journée au musée fut un grand succès, Fred. C'est pas le manoir de Paris, hein, c'est pas les mêmes, c'est pas le même casting. Ça. Voilà, donc bien sûr, Livingstone était tout aussi enthousiaste d'avoir eu un mannequin aussi pulpeuse pour promouvoir son jeu vidéo, qui ne représente en rien son livre, mais bon, c'est pas grave, ça représente le jeu vidéo lui-même. Alors Kelly continue toujours sa carrière de mannequin, tout est en un, carrière modeste au cinéma aussi, voilà, elle joue toujours des bimbos, mais ça lui convient, elle aime bien faire ça dans son métier, voilà, donc c'est des personnages qui lui plaisent, qui l'amusent à jouer. On notera Piranha 3D où elle sera mangée par les petits piranhas alors qu'elle essaie de se sauver en s'échappant par une corde en tenue de bikini, bien évident. Donc heureusement, voilà, vous pouvez la retrouver aujourd'hui. Elle fait pas mal de petits sitcoms aussi. Kelly Brook a quand même une carrière très très importante dans ce qui est la mode de la femme sexy et des magazines, hein, comme Playboy, les magazines anglais comme FHM et autres. Bien sûr, à faire des conventions de présentation de lingerie et autres. Voilà, Kelly Brook, cette femme, on sait pas comment, mais voilà, elle fait partie maintenant de l'identité de ce qui est le labyrinthe de la mort, Death Trap Dungeon. Alors Fred, vas-y, continue à nous parler de la magnifique Kelly Brook. Oui, donc faut ça dans son activité de savoir que maintenant elle a 40 ans, elle en avait donc 18 quand elle a fait la séance du London Dungeon, qui reste un des moments clés de sa carrière et qui la fera connaître internationalement, comme quoi le jeu vidéo ça mène à tout, au contraire de Playboy. Et donc cette campagne fit un grand bruit, donc les associations religieuses anglaises firent pression à Eidos et les publicités SM furent vite retirées. Et donc elles ont été remplacées par des publicités plus classiques avec juste des photos médiévales où on voit des arbres dans un donjon. Et le fouet de la dominatrice a bien disparu. Moi ce qui me fait marrer c'est le slogan de la pub, c'est Organs donors have not always been volunteers. Donc en fait oui, les donneurs d'organes ne sont pas toujours volontaires. Donc en gros c'est pour dire que vous allez être estropiés de mille et une façons dans ce Death Trap Dungeon, quoi.
Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même une pub qui arrive à échapper tout ça en Angleterre, qui arrive en Amérique, où on voit justement, alors c'est pas Kelly Brook, c'est une autre actrice qui met son pied sur un tas d'os et qui justement avec son fouet qui est prêt à défoncer le pauvre aventurier qui se trouve dans le donjon. Mais voilà, bien sûr quand même, je peux te dire que ces photos de Kelly Brook, elles ont fait le tour des magazines, elles ont été vues par pas mal de gens, donc en effet ça reste emblématique de ce jeu, hein. Je crois qu'on se souvient même plus de la photo que du gameplay du jeu vidéo. Bah oui, parce qu'en fin de compte, le jeu, il a pas tellement marqué. Il a plus marqué pour cette campagne de pub qui était ciblée et donc qui a bien marché. Donc oui, il faut savoir que donc Deathtrap Dungeon, dès sa sortie, aura une réputation de sous-Tomb Raider. Hein. En France, ça sera même pas un hit. Bon, on l'a déjà dit, donc ça manque beaucoup d'originalité dans les combats, une caméra 3D désastreuse, une lassitude tout au long du jeu. Il fait toujours la même chose, quel que soit le niveau. Donc en fait, en Angleterre, il marchera un peu mieux, en Allemagne aussi. Et en fait, faut savoir donc c'est la seule création du studio Asylum qui ne survivra pas à ce jeu et qui a disparu aussi vite qu'il fut créé. Donc voilà, c'est un peu tragique tout ça. Donc ils n'ont pas mis forcément tous les ingrédients. Et donc dans une interview pour Starbust Magazine, Ian Livingstone reconnaîtra que c'était pas le meilleur des jeux, le jeu le mieux développé. Il pensait qu'avec la réputation d'un marketing fantasy, ça serait bien vendu. Ça a été le cas. Et sachant donc en fait qu'il y a une édition collector pour PC uniquement qui a vu le jour en plus des jeux LVDH avec une couverture différente que celle de Full Gamer, ainsi qu'un jeu de cartes. Bah ouais, ces cartes où bien sûr on retrouve donc la Red Lotus. Alors l'édition collector est bien sortie en France malgré ce que prétendent des sites anglais qui parlaient d'une exclusivité britannique. Et non, c'est faux, on l'a eu en France aussi. Mais le tirage a été très 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 limité. Alors qu'est-ce qu'on en trouvera très peu bien sûr, hein, donc un bel objet de collector. Alors, par contre, en Angleterre, ils ont eu droit à un guide officiel qui donnait les solutions du jeu vidéo. Voilà, ce supplément n'était pas offert, bien sûr, il fallait l'acheter. What the fuck? Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les livres dont vous êtes le héros, on a eu donc une nouvelle édition du défi fantastique, mais cette fois avec la couverture du jeu vidéo, bien sûr, pour amener les gamers vers les livres-jeux, avec son identification, bien sûr. Alors, cette couverture du jeu, Fred n'en a même pas parlé, mais c'est ce fameux crâne qui est un petit peu comme un crâne de gobelin et tiré en longueur avec une ossuation un peu épineuse vers les oreilles, et bien sûr qui a comme un joyau, un rubis dans l'œil. C'est le Terminator Alien. Terminator, bien vu, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on avance dans le temps, hein, passe de 1998 à 2010. Holy shit! Alors, si vous avez écouté un de nos anciens épisodes podcast où j'ai pu interviewer, voilà, avec grand plaisir, donc le directeur artistique de Tillman Games, on avait parlé justement des Fighting Fantasy qui est arrivé sur l'OS d'Apple, voilà, qui fera vraiment une timide apparition sur l'App Store. Alors, c'est la société, à l'époque, c'était Big Blue Bubble, grosse bulle bleue, hein, qui ont fait une traduction, qui conclura un accord avec Livingstone et Jackson, voilà, pour sortir leur plus grand titre sur iPhone uniquement. Alors l'adaptation est basique, hein, on fait l'histoire mais sur portable au lieu d'un livre, mais bon, c'était le début de la numérisation et surtout des illustrations du livre en couleur qui n'étaient pas si mauvais. Et une chose assez intéressante, ce que faisait Big Blue Bubble, c'est avec un clic du doigt sur l'illustration, elle devenait noir et blanc, l'original. Alors, comme je disais, l'adaptation est très basique, hein, voilà. À la suite, Big Blue Bubble, voilà, perdit vite les droits d'exploitation et donc ça sera vite retiré du catalogue Apple en seulement 2 ans d'existence et bien sûr, on reverra l'apparition plus tard avec Fred en 8 ans plus tard, même via Tillman Games. Ouais, Tillman Games, donc en 2018, reprendra les droits. Et donc là, on aura une nouvelle version, mais qui cette fois ne sera pas limitée à l'iPhone. Donc oui, on est quand même 8 ans plus tard, donc ceci explique cela. Donc oui, donc pour la qualité des jeux Tillman Games, on vous renvoie à notre ancien podcast, que vous pouvez avoir en anglais ou en français, selon vos préférences. Et donc savoir aussi qu'en 2018, il y a un autre éditeur qui s'intéressera au titre, mais tout en faisant une version différente. C'est la société anglaise Nomad Games, qui sortira Deathtrap Dungeon Trilogy. Pourquoi trilogie?
Bah Fred, parce qu'il y a le labyrinthe de la mort, bien sûr, mais suivi par l'épreuve des champions et les sombres cohortes. Entre parenthèses, bien sûr, on en parlera dans le podcast plus tard de ces 2 autres livres. Fin de la parenthèse. Alors, le jeu, il est disponible sur des plateformes connues, dont Steam, bien sûr, et même sur la Nintendo Switch. Fred, c'est fou comment le labyrinthe de la mort a atteint un énorme public là en 2020, quoi. C'est dingue. Bah oui, c'est pratiquement 40 ans plus tard, et il y a encore un public pour ce livre, et sous une forme différente du livre, donc c'est pour ça que c'est un objet pop culture. Et justement, pour s'adapter à un plus grand public, bah voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un niveau de difficulté qui est adaptable, qui est modifiable. Hein. Alors, c'est une bonne adaptation des défis fantastiques avec une nouvelle présentation, hein, mais l'interface reste bien classique. Voilà, on a l'impression qu'il est destiné surtout aux nostalgiques des livres, voilà, qui veulent essayer cette version moderne. Donc, on peut se demander si les dernières générations de joueurs y trouvent leur compte. Donc, ça serait intéressant, quoi, de savoir si ce livre marche pour une nouvelle génération. Alors, le jeu remporte plusieurs prix en 2018, hein, surtout titre du meilleur jeu lors des TIGA Games Industry Awards, voilà, un réseau de développeurs de jeux d'éditeurs, et des prix d'argent voilà, au Pocket Gamers, donc étant un site spécialisé dans les jeux vidéo, comme quoi, hey, cette saga Fighting Fantasy Death Trap Dungeon Trilogy marche bien. Mais Fred, j'aimerais te parler de quelque chose qui... que moi j'ai beaucoup accroché et j'ai joué en fait pour ce podcast. J'ai joué à l'application et justement je voulais te faire la surprise et c'est bien qu'on en parle là. Mais cette année en fait il y a une nouvelle adaptation, on peut dire une 5e adaptation en jeu vidéo du Labyrinthe de la Mort. Mais cette fois-ci c'est une société anglaise qui s'appelle Branching Narrative qui édite voilà Death Trap Dungeon mais avec une interface inédite. Pourquoi ? Bah, c'est qu'il y a un narrateur. On a donc l'acteur Eddie Marsan, voilà, c'est un acteur iconique britannique hein, qui a joué dans des films très connus, on peut dire comme Le Seigneur des Anneaux. Mais Eddie Marsan est assis dans son fauteuil, voilà, il nous parle, il est assis tranquillement, les bras croisés, et il nous met son beau accent, sa belle accentuation britannique sur notre voyage trépidant à travers Death Trap Dungeon. Et... c'est assez bien réalisé, Fred, parce que on a l'impression vraiment d'être devant notre grand-père qui nous raconte et qui nous laisse choisir notre destin. Donc c'est plutôt bien fait et il y a un système bien sûr pour avancer à travers le jeu, mais ce qui est bien, c'est que ça permet peut-être une nouvelle version de voir le jeu et je trouve ça assez innovant, quoi. C'est pas mal. Ouais, puis les acteurs ils mettent un peu d'ambiance et puis je vois que quand même sur les GD il y a de l'interactivité. Oui, ça a l'air assez sympa dans un petit fauteuil anglais, dans une salle cosy. C'est très zen comme pour jouer, quoi. J'ai l'impression, quoi. Alors si moi je peux critiquer un petit peu Fred, le jet de dés, alors il y a une très bonne chose, c'est que les combats c'est 3 tours pas plus, voilà, comme ça en fait tu crèves pas facilement, donc même si tu perds tes 3 rounds de dés, en fait bon tu seras quand même gagnant du combat mais sans avoir reçu pas mal de séquelles. Ce que je trouve dommage c'est Eddie Marsan il fait une super prestation, il nous fait bien comprendre les séquences d'action, il prend bien son temps, surtout pour l'introduction de l'arrivée à Fang de notre personnage principal. On sent quand le désastre arrive, mais ce que je trouve dommage, c'est le jeu de caméra. Il se passe pas grand chose en fait, c'est des dolly, des travelling, c'est très très fixe, et pour un jeu qui peut durer quand même 4-5 heures, parce que c'est assez long, Death Trap Dungeon, surtout si on prend son temps, je trouvais que ça manquait quelque chose, peut-être des jeux d'ombre, ou peut-être que Eddie, des fois, il se lève de son fauteuil pour nous montrer que, oh merde, il se passe quelque chose d'important, ou on le retrouve à s'acheminer en train de lire un livre. Tu vois, quelque chose qui se passe autrement, mais il est assis dans son fauteuil pendant tout le jeu, quoi. Le pauvre. Ouais, et c'est peut-être à la réalisation. N'empêche que je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'a fait Branching Narrative. Et voilà, c'est un premier jet, c'est le premier. Voir ce qu'ils vont faire s'ils continuent là-dessus, parce que je suis sûr que ça va évoluer. Mais l'idée est super bonne et c'est vraiment intéressant, quoi. Moi, j'ai adoré faire ça. Et puis c'est un plaisir justement de voir Eddie Marsan nous raconter Death Trap Dungeon, quoi. Fred, on est tous les deux fans de Warhammer. On va sauter tout de suite dans une autre rubrique, là. Allez, je te laisse annoncer, mais parle-nous des figurines. Surtout la figurine, donc souvenez-vous, donc on a été en extase devant la couverture de la première version du Labyrinthe de la Mort avec ce fameuse bête sanguinaire. Donc sachez que si vous êtes fan, la figurine existe dans la même situation, dans la même pose.
Elle est de toute beauté, encore une fois. Donc en fait, c'est grâce à une campagne de crowdfunding qui a débuté en 2019 qu'on a eu droit à cette superbe figurine. Et donc en fait, c'est toute une campagne pour avoir des figurines tirées des défis fantastiques. Et donc il y a la bête sanguinaire, comme vous disiez. Et en fait, sinon, on a un petit coffret où on voit plein de bêtes. Et en fait, vous avez un coffret avec toutes les figurines connues des défis fantastiques. Et c'est vrai que ça fait ça donne assez envie. Et là, je vois celui de la forêt de la malédiction. C'est ça, l'espèce de lézard de la couverture aussi, non? Oui, il y a aussi le démon faucheuse de la cité des voleurs. Ah, exact. Non, plein de bêtes intéressantes, quoi. Ouais, c'est assez cool, quoi. Par contre, oui, donc on pourra vous mettre les liens si vous voulez. Donc c'est un truc assez récent. Par contre, sachez qu'il faut compter 400 livres sterling pour la collection complète. Donc le livre sterling, je sais pas combien c'est en euros, mais bon, on doit bien être au moins pratiquement 500 €, facile, 600 € tranquille, quoi. Donc faut être d'attaque, quoi. Ouais, il faut vraiment être d'attaque. En parlant d'être d'attaque aussi, Fred, ce qui est redevenu à la mode ces dernières années, c'est les cahiers de coloriage. Ouais, et pour tu sais adultes, quoi? Ouais, et il y en a un justement pour Death Trap Dungeon, toutes les illustrations de Ian, voilà, que tu peux coloriser. Donc si c'est votre passion et c'est un moment très très zen, vous aimez faire ça, allez-y, quoi. Au lieu d'être le héros, tu es le coloriste. Donc remplis bien ces illustrations et pourquoi pas justement s'amuser et délirer là-dessus, quoi. Moi je t'admets que je serais comme un gamin, Fred, j'ajouterais des petites moustaches à tout le monde. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont repris le titre, c'est marrant parce que You are the colorist, ça fait penser que vous êtes le héros, quoi. Et oui, c'est une grande mode de ces cahiers de coloriage qui est un peu redescendu, genre retombé, mais qui existe quand même. Et pourquoi pas, oui, se prendre pour Ian McCaig et refaire ses illustrations et changer les teintes, tout mettre en violet, par exemple, ça aurait été cool. Non, mais ouais, c'est une bonne idée. Après, pourquoi pas? Et franchement, il y en a dans tous les univers, pourquoi pas dans les défis fantastiques, hein. Moi, regarde, je préfère colorier des défis fantastiques que faire des mandalas ou je sais pas, ou tous les trucs qui sortent avec des animaux, là. Bref. Non, mais ça a une activité saine, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Puis encore une fois, on le rappelle, mais le travail de Ian McCaig était juste fou, donc moi je comprends qu'on lui rend hommage, hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, quoi. Je trouve ça assez cool, les cahiers coloriage, quoi. En parlant de ça, on sort justement du papier pour aller dans un autre domaine artistique, l'audio, Fred. Alors, savais-tu, je crois que je t'en ai parlé dans le podcast précédent, il y a 2 ou 3 podcasts. Ouais, tu m'avais dit que c'était à la mode, entre guillemets. Ouais, les livres audio. Alors, c'est pas vraiment un livre audio, c'est un théâtre radio. Tu m'avais aidé, Fred, là-dessus, sur la traduction. C'est Radio Theater. Ouais, mais je suis pas sûr que ça soit la traduction littérale française qui soit prise en compte. Ouais, je sais pas comment... Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est le mot, en fait. C'est comme une scène de théâtre, mais auditive. Donc, c'est comme les émissions, les polars et tout, qui étaient à la radio à l'époque, quoi. Donc, drame radio, radio drama. Drama radio en anglais on dit aussi. Alors pour vous en parler, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, il existe une saga, en fait, une série qui sont bien sûr des suites où l'histoire évolue à travers les livres dont vous êtes le héros, les défis fantastiques les plus connus. Donc voilà, une saga sortie en 2018 chez l'éditeur anglais Whole Story Quest, qui sont écrits par David Smith. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Cette saga de livres, ça commence bien sûr avec le sorcier de la montagne de feu. Ça enchaîne directement après avec la forêt de la malédiction, qui prend tout de suite avec la citadelle du chaos. Après, on saute de la citadelle au, bien sûr, le labyrinthe de la mort, pour finir avec, bien sûr, la créature venue du chaos. Et c'est une saga de 5 livres où on suit, en fait, une elfe qui essaye de tuer donc Zagor dans la montagne de feu, qui par la suite, après, échoue, bien sûr, parce que nous sommes le héros qui va réussir. Donc en fait, ces livres audio, ils sont mélangés avec l'aventure qu'on joue en livre. Notre personnage vit à travers ces drames audio, quoi, et c'est assez cool. Et dans le deuxième livre, en fait, elle va retrouver Gastromo dans sa forteresse. Elle rencontre la sorcière des bois qui a les objets qui contrôlent les éléments. Dans le troisième livre, justement, elle veut apprendre la magie, donc Gastromo lui envoie bien sûr à les citadelles du chaos, où elle doit tester ses skills. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprend que justement Zagor a été assassiné par nous. Ce qui nous amène au quatrième livre, où là, en fait, je me demande si c'est pas l'elfe qui va dans le donjon, mais sauf qu'ils ont changé la fin où elle survit. Mais voilà, elle
elle rencontre le barbare, elle rencontre l'un des deux barbares qui justement il explique. Alors ce qui est bien en fait, Fred, je l'ai écouté avant hier soir, parce que je l'ai réécouté, et ce qui est cool en fait, c'est que dans ce 4e livre, donc audio, Death Trap Dungeon, ils donnent en fait un préquel à tout ce qu'on trouve dans le labyrinthe. Ils augmentent l'univers si tu veux, ils ajoutent pas mal d'histoires, et en fait le livre commence où Succumvit invite son... C'est pas un architecte, mais c'est comme un biologiste à poser un œuf dans un bassin puant. D'accord, ouais. Okay. Et bien sûr, l'œuf est clos et c'est bien sûr le blood... mince, je dis toujours son nom. La bête sanguinaire, the Blood Beast. Et qu'est-ce qui se passe? Succumvit, il dit bien... Tu connais le chemin de mon labyrinthe, je ne peux te laisser sortir. Et bien sûr, c'est la première victime de la bête sanguinaire. Bravo. Et il y a pas mal d'autres histoires aussi, les deux barbares, on apprend que en fait Crom et son frère n'ont pas de nom, ils obtiennent leur nom que quand ils ont le sens de la victoire. Et l'elfe apprend justement que l'un de ses frères est mort dans le piège pour boire le gobelet. Qui donne en plus des points d'XP en plus, Fred. Mais ça, on n'en a pas parlé dans le précédent épisode. Il y avait tellement de choses. Et voilà, en fait, il apprend justement qu'il veut venger son frère, donc son nom, c'est Vengeance. Donc il se passe pas mal de choses, c'est assez cool, quoi. Donc voilà, 4e histoire sur 5. Mais c'est sympa d'entendre la narration et à quoi la voix de Succumvit ressemblerait, quelle serait l'ambiance audio du labyrinthe, les rencontres qu'ils font... Donc c'est assez cool, quoi. C'était une superbe expérience audio avec l'imaginaire. Franchement, entre ça et la version filmée avec l'acteur, tu préfères laquelle? La version filmée avec l'acteur? What? La version avec l'acteur anglais dont on a parlé juste avant. Là. Ah, assis dans son fauteuil. Ah oui. Déjà c'est très différent parce que... Mais d'accord, si je dois faire un choix entre les deux... disons que l'autre c'est quand même 5-6 heures de jeu. Le livre audio il dure 1 heure. Ah oui, d'accord. Mais j'ai bien aimé les deux, n'empêche que j'ai préféré Death Trap Dungeon juste parce que c'était le 4e d'une saga de 5, donc j'avais déjà un background de mes personnages, j'avais déjà des personnages avec un historique, donc je m'étais accroché à eux, donc j'anticipais de savoir ce qui allait leur arriver, bien sûr en arrivant dans l'épreuve des champions. Et pendant que le jeu vidéo avec bien sûr Eddie Marsan, je connaissais l'aventure parce que je l'ai lu en livre. Donc c'était plus la curiosité du jeu d'acteur et de voir ce qu'ils allaient faire en vidéo comparé à bien sûr un livre audio, mais qui est cool, quoi. Fred, si tu nous parlais il existe un autre labyrinthe de la mort. Oui, un roman policier qui n'a rien à voir parce que c'est un roman policier français. L'auteur c'était Léopold Raymond. Il semblerait que ce roman n'est pas marqué d'esprit car il ne fut pas réédité et il date de 1933. Donc vous voyez, le labyrinthe de la mort, c'est quand même déjà un titre ce qui faisait sens en 1933, quoi. Et ce qui est sympa dans tout ça aussi, c'est que bon, la boucle est jamais bouclée si en fait le labyrinthe de la mort n'était pas sorti en jeu de rôle, par exemple. Ah, et tu sais que je l'ai ce jeu de rôle. Ah ouais? Ouais, c'est assez complexe, quoi. C'est un jeu de rôle Fighting Fantasy, donc bien sûr le Advanced Fighting Fantasy, le jeu de rôle des défis fantastiques, mais qui a été adapté pour le système D20 de Donjons et Dragons. D'accord, donc c'est un bordel, quoi. Ouais, mais c'est cool, quoi. Donc si vous avez la version AFF, Advanced Fighting Fantasy, jeu de rôle défi fantastique, et si vous avez Donjons et Dragons, voilà, si vous êtes fan des deux ou vous préférez jouer à Donjons et Dragons pour sa complexité, voilà, vous avez la version D20. Alors si vous les voulez, les auditeurs, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais je sais qu'ils sont difficiles à trouver. J'ai les PDF, donc ceux qui le veulent, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous ferai un Dropbox, quoi. Alors il y en a plein, il y a la Sorcière des Neiges, il y a Death Trap Dungeon, il y a la Montagne de Feu, et il y a aussi Alors, ils ont jamais fini, mais il y a les 3 premiers volumes de la saga Sorcellerie en campagne. Ah d'accord, ça peut être sympa, ça, dis donc. Ouais, les collines, carrés, et puis après les serpents. Donc, mais ils ont jamais fini. Il y a pas la couronne des rois, quoi, c'est con. Et ça, c'était quand les premières publications? Oh, ça je pourrais pas te dire, Fred. Ouais, attends, 2003, non? Ouais, je crois que c'est 2003. Justement, donc voilà, le Death Trap Dungeon a été adapté au système D20. Le livre, c'est un livre pour les masters, bien sûr. Il fait 40 pages, mais il est complet. Il y a aussi le planning, les chambres, la construction de dalles. Alors, c'était bien sûr sorti à l'époque en 2003. Il y avait, je peux me tromper ou pas. Je sais pas s'il y avait 3.5, c'est sûr et certain.
Oh, peut-être pas. Mais normalement, il y avait déjà Donjons et Dragons avec les règles avancées pour les cases. Donc c'est pour ça que dans le manuel, vous avez bien le système de cases pour la progression et l'avancement. Donc si vous voulez faire des compas aussi bien impressionnants, plein d'adrénaline pour vos joueurs, c'est cool quoi. Surtout que si vous avez des amis qui jouent à Donjons et Dragons, mais qui ne font pas de livres dont vous êtes le héros, eh ben franchement, c'est une campagne parfaite. Ouais, c'est sympa le système, mais en fait, ouais, c'est des scénarios tout prêts, en fait, avec des règles, tout simplement. Ouais, c'est des livres, c'est des campagnes pour les masters, quoi. Ouais, c'est des livres de campagne. Et il y en a d'autres aussi, il faudrait que je réexplore ma collection, mais à l'époque, l'écrivain, donc, qui les a créés, c'était, Jamie Wallis, qui était un spécialiste en la matière, voilà, qui les adaptera tous avec le système des 20. Et Jamie, pour faire ce lancement, avait fait un site web où il faisait la promotion pour avoir des fonds. Et si tu donnais un certain montant, ils te les filaient tous imprimés. D'accord. Et j'ai eu du bol, Fred, j'étais là pendant cette campagne, donc j'ai participé et j'ai toutes les versions imprimées. Oh, c'est bien ça. Avec des PDF gratuits. Bon, donc c'est cool quoi. Jackpot, des beaux objets d'art encore, parce que je vois la couverture du Death Trap Dungeon, c'est plutôt sympa. Ouais, alors la couverture, on en a pas parlé, mais c'est celle de la 2e édition, donc c'est le fameux squelette assis dans son fauteuil qui tient ce parchemin. Une fière épée aussi. Ah oui, ça, bah oui, après il essaye de nous défoncer. Fred, je crois qu'on arrive à la fin, t'es prêt? Oui, toujours. Eh ben Fred, nous voici à la fin. Je crois qu'on va se poser, prendre un break, comme la Lotus Rouge, hein, dans une des publicités pour le jeu vidéo, assis sur le dragon qu'elle vient de défoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a déjà fait notre conclusion tous les deux, ce qu'on en a pensé, mais en tout cas, Fred, en parlant de ce merchandising de dingue, quoi, des jeux de cartes, des jeux de rôle adaptés au système D20, et D20, ça veut dire que ça peut être aussi adapté pour le système Pathfinder. Donc non seulement Donjons et Dragons, mais Pathfinder, si vous aimez encore plus la complexité des jeux. Enfin, ça c'est mon point de vue personnel, mais moi j'adore le système Pathfinder, mais je trouve complexe, quoi. Et c'est chouette à jouer, surtout si vous êtes mago. Mais il y a tellement de choses, les livres audio, les figurines, bien sûr Kelly Brook, hein, inoubliable. Enfin, je crois que c'est surtout moi qui arrive pas à l'oublier parce que j'ai pas envie. Mais voilà, il y a tellement de choses, quoi. Donc ce fut un vrai plaisir, quoi. Et merde, hein, Fred, c'est la fin de 2020. On peut dire que c'était quand même notre année du labyrinthe de la mort, hein. Oui, on a fait quelques tours, des détours, on s'est perdu dans des impasses, on a fait beaucoup d'épreuves, on a sorti beaucoup de numéros, et à la fin, on a gagné nos 10 000 pièces d'or, voilà. Donc voilà, franchement, Fred, c'est notre dernier podcast de l'année 2020. Eh ben, je voudrais conclure en disant, ouais, c'était pas une année facile, hein. Pour beaucoup de nous, il y a eu des difficultés, il y a eu pas mal de choses. Et voilà, on est là, et pour nous avec Fred, voilà, vous avez vu, hein, dès le début du confinement, on a commencé à booter, je sais pas combien il y a de podcasts en plus, quoi, mec. Cette année, je sais pas combien de podcasts on a fait, mais on tournait à 10, 11, là je sais pas combien on a fait cette année, on doit bientôt à 16, 18, hein, j'en sais rien. Ah ouais, là on est vraiment content du boulot qu'on a fait, et donc Fred, je voulais proposer justement ces derniers instants, en plus du dernier podcast pour 2020, de dire un grand merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent, que ça soit récemment, surtout aux plus fidèles qui sont là depuis les premiers jours, ceux qui nous ont rejoints via YouTube et ceux qui nous ont bien sûr opérés récemment sur Instagram. Merci à tous. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. Et surtout, encore merci, hein, à Metal Slugger, notre heavy weapon spécialiste, pour ce beau cadeau de Noël qu'il nous a fait. Un grand merci surtout aux réseaux sociaux, hein, surtout sur Facebook. Merci bien sûr au LDVELH Québec, hein, les livres dont vous êtes le héros québécois. Merci bien sûr au groupe Les livres dont vous êtes le héros et Planète LDVELH. Merci encore à tous les fans là-dessus qui nous supportent, qui nous écoutent, qui nous découvrent et qui partagent nos émissions. On a eu vraiment une année fantastique. Et Fred, je crois qu'on est vraiment heureux justement de finir l'année sur Death Trap Dungeon, quoi. Un sacré morceau qui nous intimidait, hein. Ah oui, moi connaissant la réputation et connaissant Ian Wilson, j'étais un peu intimidé. Ça s'est bien passé, j'ai pas été trop frustré. Donc l'année 2020, en fin de compte, finit bien. Et, on a une admiratrice en plus, ouais, là, Fred. On a une nouvelle auditrice, toute récente.
Et puis donc en 2021, à Donf les défis fantastiques, on va vous sortir quelques-uns. On va reprendre les sagas qu'on avait commencé, donc ce sont de bons auspices, j'ai envie de dire. Ouais, ça va être dingue parce que, tu vois, 2020 pour nous, c'était le démarrage de pas mal de sagas, quoi. Piranha, notre nouvelle saga justement, notre mini-saga Piranha, la découverte de ces magazines avec Fabien. On a quand même refait de la science-fiction. Fred, ça j'ai passé un excellent moment avec toi, hein, par les SF. Ah ouais, on s'est bien marré. En plus, la dernière trilogie était un peu très colorée, quoi. Donc c'était marrant. Et puis ouais, 2021, c'est la fin, mais aussi le début de plein de nouvelles choses, parce qu'on va vous parler, on a une émission très spéciale que Fabien nous écrit depuis un moment. Il a mis tout son cœur et il retrouve les livres en physique, et c'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est bien sûr les livres dont vous êtes le héros américain, les Choose Your Own Adventure. Voilà, on va vous parler de toute cette saga et des livres de cette saga qui sont les plus importants aujourd'hui. C'est une saga de dingue, il y a au-delà de 500 livres, enfin c'est fou quoi. Fred, comme tu disais, on va faire du défi fantastique et puis on va aussi parler d'un mini-magazine qu'on a parlé dans Piranha vite fait. Oui, qui est l'underground de l'underground de l'underground, qui est Indiana, avec la typo Maiden. Et donc cette fois-ci, l'aventure s'est arrêtée au bout de 3 numéros. Et donc on a hâte de voir ça. Run to the hills, run for your lives. Voilà, merde, à cause de moi, il va faire mauvais temps avant la fin de l'année. Surtout à Boston. Boston, ouais. Ah, sacré, on a déjà de la neige, hein, c'est fucked là. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, les aventurières, les aventuriers, hein, les barbares, les magiciennes, tout le monde qui nous écoute depuis un moment. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires dans le monde des livres-jeux. Le tout dans la bonne humeur et dans une nouvelle année qu'on espère aussi productive mais plus sympa. Voilà. Ça marche. Allez, on se dit à très bientôt. Et oh, Fred! J'allais oublier quelque chose. C'est vachement important, mais notre truc spécial du podcast, c'est quand même de partager de la musique. Ah, c'est vrai, on peut pas partir sans musique et pas quitter 2020 sans musique, donc j'espère qu'il y a mis un morceau emblématique. Ouais, j'ai mis quelque chose d'assez spécifique, un peu nerdy, mais je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance. Alors pour les fans ardus de Konami, ils ont déjà entendu que j'ai glissé des petits morceaux de Castlevania. Et Fred, je me suis dit que de mieux qu'un dungeon crawler sur console que Castlevania. Ah bah oui. Ouais, voilà, et je te propose la version... je sors un peu du lot, mais la version de Castlevania intitulée Rondo of Blood qui était sur la PC Engine, ça te parle ça? Non, PC Engine c'est trop particulier, j'ai vu aucun jeu tourné là-dessus, c'était juste bavé dedans dans les magazines. C'est ça. Je te propose de se quitter bien sûr sur le thème de notre héros, Simon's Theme. Donc voilà, c'est reparti, et avec un dernier morceau de musique du Konami Kokeya Club. Et je vous dis à la prochaine, bonne fin d'année tout le monde, bonne fête, et on se retrouve très bientôt. Oui, bonne fête à tous, et puis profitez quand même un petit peu, puis nous on se retrouve bientôt, puis j'espère qu'on se retrouve bientôt. Voilà, encore une fois, merci à ces deux énormes dossiers à Fabien, hein, qui est dans le background, qui est là, hein, notre colonne vertébrale du podcast, qui nous a fait un super boulot, et Fabien aussi, tous les trois on vous souhaite une bonne année. Et puis Fred, je vais te le piquer. Tchuss! Auf Wiedersehen!
Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme toujours, moi c'est Xavier et à mes côtés... Fred, bienvenue. Merci Xavier, ça va ? Ouais, et toi, comment ça roule Fred ? Je suis content de te retrouver, content de retrouver les auditeurs et aujourd'hui on enchaîne sur une série qui nous fait plaisir. Déjà on enchaîne juste à reprendre au fait de la lecture des livres dont vous êtes le héros, ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Le fameux... attendu depuis quelques années sur le podcast, Sorcellerie 3. Et Jamie, la saga de la Voix du Tigre, plein de bonnes choses intéressantes. Car aujourd'hui, nous allons discuter de la vengeance des démons. Alors, il y a 3 caractéristiques qui changent un petit peu. Donc, il y a l'endurance, qu'on connaît tous. Tu me refais l'entrée fracassante d'Oliver, le barbare, là ? Le barbare. D'où Jésus. C'est plus une technique de combat. C'est pas vraiment une connaissance que je peux... c'est plus une technique de combat. Le truc, c'est là... Comment il se fout de ma gueule. Non, mais attends... Les maîtres des dragons, je te propose une pause musicale. Je sens quelque chose de féerique, sorcérique, Sword and Mercery. Quelque chose comme ça. Focus. Ouh. Et je te propose le morceau Hocus Pocus. Et je te dis à toutes. Ouais. Sacrée aventure. Sacrée aventure, l'enregistrement de ce podcast. Et tu me diras au moins d'enregistrer le plus dur plus tôt, hein. Oui, Ian McKay et Livingston se connaissaient, on l'a dit, ils sont encore en contact, et donc je pense qu'Ian McKay a fait un petit clin d'œil. Attends, je vais la prendre dans mes bras. Ouais, vas-y. Moi, je comprends, t'inquiète pas. Hein. C'est absolument normal. Mais toi, chérie. T'as laissé te concentrer, là ? Je l'ai dans les bras, elle dort à moitié. C'est trop mignon. Je la berce. Hey, salut tout le monde, Xavier ici à la fin du podcast. Je voulais vraiment remercier tous les auditeurs, comme j'ai dit plus tôt, qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont écrit, qui sont à l'écoute pour cette année 2020. Encore une fois, merci. Et puis je voulais justement vous nommer ceux qui ont été si proches et toujours là à nous écouter, toujours à nous donner des compliments ou même à nous donner leur propre point de vue de la vie, critique constructive, tout ce qui peut aider à l'émission. Donc pour les emails, je voulais remercier bien sûr Metal Slugger, JP, Étienne, Simon, Jean-Michel, Julien, Romain, Dr Jarod, Gilles et Doc Returns. Et sur les groupes Facebook, surtout dans le groupe Les Livres dont vous êtes le héros, merci aux admins Laurent et Georges. Sur le groupe Livres dont vous êtes le héros québécois, merci à Patoff et Al-Sad. Et sur le groupe Planète Livres dont vous êtes le héros, merci à Jean-Christophe. Et la petite dernière, bien sûr, qui a beaucoup... grandi, poussé en 2020, c'était notre chaîne YouTube. Et là, on a trouvé tout un nouveau public qui sont vraiment chouettes. Merci les gars de commenter sur les vidéos. C'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires qui sont remplis de joie et de félicitations. Alors, il y a XR4Y. Excuse-moi si j'ai écorché le nom, je sais pas exactement comment le prononcer. Lou Ardent, Sniper Wolf, Héraclès et l'origine, et merci à tous les autres commentaires sur YouTube. Donc voilà, si jamais j'ai oublié votre nom, je m'excuse d'avance, et bien sûr, sans vous tous, on serait pas là à toujours s'améliorer, en faire autant, donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir en tant qu'auditeur. Et puis en tout dernier, je voudrais remercier Fred et Fabien. Salut les gars, je sais que vous y attendez pas du tout à ce petit message, mais voilà les auditeurs, franchement sans Fred, l'émission serait pas aussi excellente et amusante à faire. C'est vraiment chouette qu'on le fasse ensemble, quoi. Et, ça ne pourrait pas se faire autrement. Et Fabien qui nous a rejoint il y a quelques années et qui a vraiment amélioré la qualité de l'émission avec ses scripts. Salut Fabien. Merci pour votre boulot, les gars. C'est incroyable ce qu'on a pu accomplir et je suis vraiment heureux du travail que l'on fait. Et voilà les aventuriers, je voulais partager ces mots avec vous et avec eux. Donc voilà les aventuriers, le dernier mot de l'année, Et puis on vous dit à très prochainement avec Fred et Fabien. On va se retrouver pour du piranha. Et comme on a dit, une salve, comme disait Fred, une salve de défis fantastiques. Donc ça va être bientôt reparti pour l'aventure. Allez, bonne fête tout le monde, restez en bonne santé et à très bientôt. Ciao.